Caroline Rose, c'est une chaîne YouTube fitness qui regroupe du coup des conseils, bien entendu, de fitness, de musculation. Et notamment, on peut voir sur cette chaîne aussi quelques conseils au niveau de l'alimentation. Et c'est ce qui nous amène à faire cette fameuse vidéo. Puisque lorsque je vous ai annoncé vouloir reprendre les vidéos React, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé mon avis sur les conseils qui étaient prodigués dans la vidéo qu'on va voir aujourd'hui. Donc bonjour à toi, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Cindy Gagnol et je suis diététicienne comportementaliste. Et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Bon, alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, sur TikTok. Et si tu vas sur mon site internet, tu pourras découvrir le programme Sérénité qui a pour objectif de t'aider à apaiser ton rapport à la nourriture. Donc tu verras, le lien est en description de toute façon. Je vais me permettre aussi de te rappeler quelques petits avertissements, donc mets en pause cette vidéo pour prendre le temps de bien les lire, c'est important. Parce qu'au cas où tu ne le saurais pas, ma chaîne est dédiée à tout ce qui est rapport à la nourriture, comportement alimentaire, donc destinée à des personnes qui ne sont plus alignées avec leur façon de manger, avec leur comportement alimentaire, qui vont avoir des compulsions, des envies à répétition, sans réussir forcément à s'arrêter et sans en comprendre les raisons. Maintenant que c'est fait et que mon thé est prêt, on va pouvoir regarder cette petite vidéo ensemble. Comment tenir une bonne alimentation sur le long terme? Quand tu changes ta façon de t'alimenter, que ce soit en termes de quantité ou de qualité, si tu vas manger plus ou si tu vas manger plus gras ou plus sucré, c'est quelque chose qui va se faire progressivement sur plusieurs semaines et tu ne vas pas t'en rendre compte. Tu commences par manger plus souvent de la malbouffe ou justement plus gras et plus sucré, puis 2 jours après ça ne m'a rien fait sur la balance, puis la semaine d'après non plus, et tu en arrives à 4 semaines plus tard à te rendre compte qu'il y a soit une prise de poids, soit ta peau qui a pris cher, soit tes cheveux qui ont pris cher, bref, tu vois les conséquences longtemps après. Tu as du coup tendance à penser que c'est ce que tu as mangé la veille le problème, alors que c'est le résultat de plein de petites choses qui se sont accumulées les dernières semaines. Gros conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas vous laisser berner par le « c'est pas grave, ça ne m'a rien fait ». En réalité, il n'y a pas d'aliment plus qu'un autre qui va être responsable de la prise de poids ou de la prise de gras. Il n'y a pas de nutriment en particulier non plus qui va être responsable. On a souvent tendance à entendre que un excès de sucre ou un excès de lipides pourrait faire qu'il y ait une prise de gras ou une prise de poids. En fait, c'est pas ça. Quand il y a une prise de gras, ça veut dire qu'il y a un surplus d'apport calorique. Au même titre que pour une perte de poids, une perte de gras, il y a un déficit calorique qui est en jeu. Donc ce surplus calorique, finalement, qu'on l'atteigne avec des aliments riches en protéines ou des aliments riches en lipides, s'il y a un surplus calorique, le corps va transformer ce fameux nutriment qui a été apporté en excès pour le transformer de toute façon en lipides, pour le stocker dans la masse graisseuse. Donc finalement, la priorité, c'est d'écouter ses propres besoins. Parce qu'à partir du moment où tu écoutes tes besoins, à partir du moment où tu écoutes ton corps, il va faire en sorte de pouvoir te guider en fonction du juste apport calorique dont il a besoin pour pouvoir fonctionner. Et après, tout dépend du poids d'équilibre. Mais ça, c'est encore un sujet, on va pas trop s'éterniser là-dessus parce que sinon, finalement, la vidéo ne sera qu'à ce sujet et elle va être déjà très longue, je pense. Tout ça pour te dire qu'à partir du moment où tu écoutes ton corps, la régulation se fait naturellement. Ce n'est pas se priver que de se dire tranquille, faut pas abuser. Tout est à consommer avec modération. Tu peux boire, tu peux manger des gâteaux apéro, tu vas avoir des choix à faire. Et c'est des choix de bon sens, non pas de privation, de diète, de régime. C'est des choix de bon sens où tu te dis au-delà, ton corps va pas kiffer. Et je suis pas d'accord non plus avec ce terme de manger avec modération. C'est un truc qu'on entend partout quand on parle de rééquilibrage alimentaire. Et je l'ai sorti je ne sais combien de fois à l'époque quand je faisais moi aussi des rééquilibrages alimentaires à mes patients. Garde une seule chose en tête, c'est de la privation à partir du moment où tu te sens frustré de ne pas manger un aliment qui te fait envie. À partir du moment où tu écoutes ton corps, la modération elle va se faire parfois naturellement. Tu vas réussir à diversifier ton alimentation, à varier ton alimentation sans t'obliger à respecter une certaine quantité, un certain type d'aliments dans ton alimentation, ça va se faire naturellement. Tu vas avoir envie de manger ces aliments-là, tu vas avoir envie de découvrir ces aliments-là, si tu ne les connais pas encore. Et d'autres fois, on a tendance à consommer beaucoup plus, mais ça finit toujours par se réguler. Si ça ne se régule pas, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche et que peut-être ce serait bon de travailler sur le comportement alimentaire et ton rapport à la nourriture. En tout cas, si tu as un rapport compliqué à la nourriture, chercher à manger avec modération, c'est le meilleur moyen de te créer des compulsions. Dis-toi qu'à partir du moment où tu apprends à écouter ton corps, tu verras par toi-même ce dont ton corps a besoin ou non et tu seras en capacité de pouvoir faire des choix adaptés
en fonction de ce que toi, ton corps te fait ressentir. J'ai souvent des envies de sucre qui bloquent mes résultats, mais comment les enlever? Le sucre appelle le sucre, la team, tout bonnement de par le fameux pic glycémique qui va causer des envies de sucre, qui va causer des fringales. Tout le monde n'est pas attiré par le sucré. Moi, ça m'arrive de temps en temps, souvent c'est à l'approche de mes règles. Mais pour ceux qui ont le palais sucré, vous pouvez faire partie des gens où faire attention à la charge glycémique des aliments et non pas à l'index glycémique, à la charge glycémique, peut être intéressant pour vous parce que ça peut réduire ce fameux pic et de ce fait-là réduire les fringales et les envies de sucre. Donc je dis pas que c'est le meilleur conseil, mais ça peut être intéressant pour vous de vous renseigner là-dessus. Pas tout à fait d'accord. En effet, les fringales, c'est-à-dire la sensation de faim, peut revenir plus rapidement dû à ces fameux pics de glycémie. Ces fameux pics de glycémie, ils sont causés par le fait que le corps utilise en premier les glucides comme énergie. Donc il n'y a pas de transformation à faire au niveau des lipides et des protéines qui fait que ça met plus de temps. Là c'est en mode shoot d'énergie d'un coup pour le corps. Donc là attention, je parle de faim et non d'envie de manger, ce qui est différent. Lorsque tu as des envies de sucre ou des envies de gras, c'est soit que tu n'as pas apporté suffisamment de glucides sur tes précédents repas, là c'est essentiellement pour l'envie de sucre en particulier, et que du coup ton corps réclame ces glucides pour son bon fonctionnement. Parce que les glucides c'est finalement le carburant, le premier carburant finalement de ton corps. Soit ça signifie, ça c'est valable autant pour l'envie de sucrer que pour l'envie d'aliments plus gras, peut-être plus salés, qu'ils n'arrivent plus à gérer tes émotions. Et parfois il n'y a pas vraiment besoin de vivre une énorme émotion d'un coup, on va pas forcément avoir une émotion qui va nous sauter aux yeux à ce moment-là en se disant « Ah oui, je sais c'est quoi mon émotion qui est en train de se cacher derrière cette envie de manger ». Pas du tout. En fait, il faut voir un petit peu dans ton corps une sorte de jauge d'émotions. À partir du moment où tu as une émotion, même une petite émotion, parce qu'on en vit plein des émotions dans une journée, rien que quand tu regardes une série, tu peux passer par 10 émotions différentes en 20 minutes. Là, c'est pour les petits épisodes. Tout ça pour te dire que les émotions vont se cumuler, vont se cumuler, vont se cumuler, vont se cumuler sur cette petite jauge émotionnelle. Ton corps, il va tenter de réguler du mieux qu'il peut pour faire redescendre la jauge. Quand elle va remonter, hop, il va essayer de maintenir en redescendant. En fait, ça va jouer au niveau des hormones. Les émotions, ça va libérer certaines hormones et du coup, c'est plus une jauge hormonale. Mais bon, on va partir sur les émotions pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Sauf que quand cette jauge émotionnelle, elle déborde et que ton corps n'arrive plus à gérer, et bien du coup, il va avoir besoin d'un coup de pouce et c'est là qu'il va du coup te déclencher des envies de manger émotionnelles. Donc parfois, l'émotion nous saute aux yeux, parfois, finalement, on ne peut pas vraiment savoir de quoi il s'agit parce que c'est juste une accumulation de petites émotions qu'on a eues au cours de la journée. Donc en fait, en cherchant à supprimer tes envies de sucre, tu vas te confronter au risque d'avoir, tôt ou tard, des compulsions. Ce dont tu as surtout besoin, c'est d'accepter le fait que, en tant qu'être humain, lambda, c'est normal d'avoir ce genre d'envie. Et de travailler sur le fait d'apaiser ton comportement alimentaire et tes émotions si tes envies sont trop présentes, trop fréquentes, au point où tu ne ressens même plus les sensations de faim durant plusieurs jours. J'ai entendu dire qu'il fallait manger plus de protéines, 2,6 g par PDC quand on est vegan. Info ou intox? Je n'ai jamais entendu cette info, très honnêtement. Ce qui est intéressant pour vous, c'est effectivement de faire attention à votre diversité de protéines. C'est-à-dire que dans une journée, il ne faut pas manger que des haricots rouges ou que du sétan ou que du je ne sais qu'est-ce. Je vous explique pourquoi. Il est extrêmement important d'un point de vue santé et d'un point de vue construction musculaire d'avoir ce qu'on appelle le profil d'acide aminé complet. Pour vulgariser, c'est des micro-éléments que vous avez dans les protéines et ces éléments-là sont essentiels. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça des acides aminés essentiels à votre santé, à votre construction musculaire. Alors que quelqu'un d'omnivore ne va pas spécialement avoir à y faire attention, quelqu'un de vegan va devoir, mais c'est très facile, y faire un tout petit peu attention. 2 types de protéines minimum différents dans votre journée. Totalement d'accord. D'ailleurs, repère assez simple, tu peux associer une céréale avec une légumineuse. Par exemple, je sais qu'à l'île Maurice, ils font du riz mélangé à des lentilles. Par exemple, dans le riz cantonais, tu vas avoir le riz et les petits pois. Dans le couscous, tu vas avoir la semoule avec les pois chiches. Bref, je vais pas te faire tous les plats comme ça avec les associations. T'as compris où je veux en venir. Mais si t'as pas trop d'idées ou pas trop envie de te prendre la tête avec ça, tu peux aussi faire un repas une céréale, un repas une légumineuse. Après, il faut voir en fonction de la tolérance de tes intestins. Bref, garde cette info en tête. Si jamais tu as besoin de faire des petits ajustements, fais des tests et puis vois en fonction
de ce qui te fait envie au moment de manger. Le Nutri-Score est une catastrophe en termes de bon sens nutritionnel et en termes de conseils. C'est quelque chose créé par les industriels pour les industriels qui compare globalement, je synthétise aussi, c'est pas exactement ça, les aliments d'un même acabit. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des frites notées A parce que par rapport à d'autres frites, c'est les meilleurs. Ça ne veut pas dire que cet aliment est bon pour votre santé, ça veut juste dire que dans la même catégorie d'aliments, c'est le meilleur. Mais d'ailleurs, petite parenthèse, il y a un dossier complet dans la Biacadémie de Bistrong où on vous avait absolument tout expliqué sur leur façon de procéder. Un autre gros hic en exemple de ce Nutri-Score, c'est que le moindre produit gras dès l'instant où ça dépasse leur seuil, c'est considéré comme mauvais. Une huile qui est faite pour ainsi dire 100% de gras va être considérée comme mauvaise. Ça n'a pas de sens. Bon, je suis d'accord avec elle. Après, pour moi, il n'y a pas réellement d'intérêt à être attentif au Nutri-Score. Ce qui va être, dans mon cas, le plus intéressant, ça va être plus de regarder la liste des ingrédients. Quand je fais les courses et que j'ai pas réellement de marque favorite en termes de goût en tête, je vais, si j'ai le choix entre deux aliments, choisir l'aliment ou la liste d'ingrédients. Et soit la plus courte, soit avec le moins d'additifs. Mais après, en soi, tout va dépendre de l'objectif que tu as, toi, de vouloir regarder ce genre de détails. Moi, par exemple, je me fiche totalement de savoir le nombre de nutriments qu'il y a dans le produit que j'achète. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir le produit le plus brut possible quand j'achète un aliment qui va être déjà préparé de manière industrielle. Bon, après, ça va pas m'empêcher d'acheter des Kinder Country et des Snickers glacés. En fait, le maître mot, c'est la flexibilité. Tant qu'il y a de la flexibilité, tu vas t'épargner tout risque de compulsion. Les compulsions, elles sont là parce qu'il y a un truc qui est trop rigide. Donc si tu fais des compulsions, c'est un message que t'envoie ton corps pour te dire que là, il y a un truc que tu es en train de faire qui ne va pas du tout pour lui. Donc si ton rapport à la nourriture est compliqué, ta priorité, ça va être de retrouver le plaisir de manger, de pouvoir t'autoriser de nouveau les aliments qui te font envie. Honnêtement, tout ce qui est Nutri-Score, liste des ingrédients, produits bruts, pas bruts, additifs, on s'en fout, ça va être le cadet de tes soucis à ce moment-là. Par contre, si c'est réellement important pour toi, pourquoi pas, plus tard, quand ton comportement alimentaire sera plus apaisé, tu pourras t'intéresser à ce genre de petits détails. Penses-tu qu'il y ait une différence entre la qualité des prods selon si l'aliment est cuit ou cru, les œufs par exemple? Oui, c'est une très bonne question, mais là on entre vraiment dans de l'optimisation alimentaire et si vous débutez vraiment un rééquilibrage ou tout simplement un nouveau mode de vie, j'ai vraiment envie de vous dire de séparer les conseils qui sont essentiels et les conseils qui sont de l'optimisation. Parce que sinon vous allez avoir une charge mentale absolument dingue et vous allez avoir l'impression que la nutrition est extrêmement complexe alors que non, il y a beaucoup de conseils qui sont pour l'instant pas indispensables, qui peuvent être intéressants dans le cas où on a vraiment de bonnes connaissances, mais à ne pas vous occuper tout de suite, quoi. Les études ont montré que déjà les œufs, ils étaient beaucoup plus digestes lorsqu'ils étaient chauffés. Ça, c'est le point positif. Et une autre étude a montré que le corps humain pouvait utiliser 91% des protéines dans les œufs cuits contre seulement 51% dans les œufs crus. C'est très intéressant. Je vais vous mettre un lien en barre d'infos qui résume absolument tout ce que je suis en train de vous dire et qui sera beaucoup plus digeste pour vous à lire si ça vous intéresse vis-à-vis des œufs. Il y a toutes les études qui sont listées dans cet article, donc c'est très intéressant, je vous mets ça en barre d'infos. Bon, alors, pour être honnête avec toi, je me suis jamais posé cette question. Parce que tout simplement, pour moi, tout est une question de goût et d'envie. Donc, si j'ai envie de manger ce truc-là, cru ou cuit, parce que je préfère faire de cette façon-là, et que sur le moment, j'en ai envie de cette façon-là, je le fais. Peu importe ce qui est protéines, pas protéines. Le plus important, c'est de faire en fonction de ses goûts. Après, là, on est dans un cadre un peu particulier parce que c'est une chaîne fitness, donc pour des personnes qui souhaitent optimiser au maximum. Mais si tu tiens vraiment à pousser avec ce genre d'informations, il vaut mieux se diriger vers un diététicien spécialisé dans la nutrition du sportif. Au moins, lui pourra te donner des informations qui sont pertinentes par rapport à ton cas de figure. Bien entendu, si ton comportement alimentaire est un petit peu délicat pour le moment, ça viendra dans un second temps. Je n'arrive pas à avoir mon quota de protéines, comment faire? Déjà très souvent, c'est le premier conseil vraiment que je peux donner. Les petits déjeuners sont très problématiques d'un point de vue nutritionnel, équilibre. Je mangeais beaucoup les gâteaux, je crois que ça s'appelait comme ça d'ailleurs, les petits déjeuners aux céréales, trucs comme ça. Donc tu pars avec un quota déficient en termes de protéines, un quota énorme en termes de sucre. Tu as déjà pour ainsi dire mangé ton quota de la journée. Des œufs, des boules
cakes, des porridge, il y a plein de possibilités pour augmenter votre quota de protéines le matin. Ça vous aidera déjà beaucoup à atteindre votre quota de protéines quotidien. En règle générale, on n'a que 3 repas dans une journée, plus ou moins selon les personnes. Mais si déjà dans un, tu retires toute la possibilité d'apport en protéines, il te reste que 2 repas pour les avoir, donc effectivement, c'est chaud. Alors là, pareil, on rentre dans un cas de nutrition de sportif. Donc, le mieux, c'est de consulter un diététicien spécialisé dans la nutrition des sportifs, comme je te le disais tout à l'heure. Sinon, juste focus-toi sur les besoins de ton corps en écoutant tes envies de manger des protes ou non. Ensuite, pour le quota en sucre, bien évidemment, hein, quand on part sur le principe d'un rééquilibrage alimentaire, en mangeant ce genre de gâteau, on a défacé tout le quota du rééquilibrage alimentaire. Et c'est bien là le problème de ce genre de choses que je prodiguais auparavant, hein, donc je sais quand même de quoi je parle, c'est qu'en fait ça ne reste que de la théorie. Ça ne prend pas en compte les réels besoins du corps à l'instant T. Où on va être dans le surplus, dans une suranticipation de ce que le corps pourrait avoir besoin alors qu'il n'en a pas besoin à l'instant T, mais parce qu'on estime qu'il aurait besoin de ça, où on va vouloir lui faire atteindre une certaine optimisation qui fait qu'en fait on va juste pas écouter son corps parce qu'on veut optimiser encore un truc qui n'est de base pas réellement naturel. Parce que ce qui est naturel, c'est de faire fonctionner le corps comme il a besoin de fonctionner. Le corps va du coup avoir des besoins, il nous fait part de ses besoins, on respecte ses besoins en les écoutant, et ça tourne comme ça. Donc finalement là, en mode rééquilibrage, on est dans les mêmes procédés qu'un régime, hein. C'est qu'on écoute des règles, on a des injonctions alimentaires plutôt que d'écouter les règles juste de notre propre corps en fonction de nos envies, de notre faim, etc. Et je rebondis aussi parce qu'il y a une vraie différence entre le fait de prendre des gâteaux au petit déjeuner parce qu'on ne veut pas prendre le temps de manger autre chose et le fait de manger ces gâteaux parce qu'en fait on a de ouf envie dès le matin. Une envie égale un besoin. Et ce besoin, après, il faut juste chercher à comprendre c'est lequel. Mais ça, après, c'est tout le but du travail sur le comportement alimentaire. Quoi un bon petit-déj selon toi et comment réussir à avoir le bon quota de protéines en une journée? Un bon petit-déj pour moi, c'est où tu as la majeure partie en protéines, un petit peu de sucre, des vitamines, des fibres, un fruit plutôt entier, fais-le à la maison et bois-le à la minute. Ma réponse sera légèrement différente, hein, tu t'en doutes. Si tu as faim ou envie, déjà, je pense que c'est le bon moment pour prendre un petit-déj. Si tu prends un petit-déj, tu manges ce qui te fait envie. Bien entendu, il faut que les aliments qui te fassent envie soient à disposition. Donc après, à toi de voir en fonction de tes envies du moment, ce que tu rajoutes sur tes prochaines courses ou pas. Et tu manges dans les proportions qui te font envie. Basta. Et si jamais tu vois que tu n'as eu ni faim ni envie pour prendre un petit-déj et que du coup tu es amené à sauter le petit-déj, et bien c'est ok, c'est que ton corps à ce moment-là n'en avait pas besoin. Donc juste tu te prévois une collation au cas où, parce qu'il se peut du coup que ta faim ou ton envie arrive dans la matinée. Danger d'un excès de protéines pour l'organisme. Punaise, les mythes ont la vie dure. Très très dur, c'est autant que le bas du ventre celui-là. Hein. Alors il y a Nassim Saïli, que j'aime beaucoup, qui a fait une très bonne vidéo à ce sujet suite à un article sorti qui était une aberration journalistique. Sa vidéo était excellente, je vais y apporter moi mon avis et les informations que j'ai. Aucune étude aujourd'hui ne montre une corrélation exacte entre l'excès de protéines et un problème de santé, une maladie ou autre. Chaque nutriment, chaque vitamine, chaque minéraux en excès peut être nocif pour la santé. Donc en partant de ce constat, un excès de protéines est aussi néfaste pour la santé. Est-ce que boire de l'eau et du jus de citron le matin à jeun aide à la perte de poids? Absolument pas. On est au même niveau que les brûleurs de graisse, on est au même niveau que le pamplemousse pour la cellulite, on est au même niveau que... qu'est-ce que je pourrais dire? Ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionnera jamais. Le résultat n'arrive jamais dans la facilité et si vraiment il y avait une pointe de chance pour que ça fonctionne, croyez-moi que tout le monde aurait chopé le filon. Il y aurait des tonnes de marques de jus de citron minceur qui seraient sorties, etc. Hein. Totalement d'accord. Je l'ai déjà testé dans ma période où j'enchaînais les rééquilibrages alimentaires sur moi-même. Ça peut venir irriter ton oesophage, irriter ton estomac, et ça vient aussi défoncer l'émail de tes dents. Donc si t'adores ça, pourquoi pas, de temps en temps, essaie de faire attention, comme toujours en fait, à partir du moment où tu écoutes ton corps, tu verras s'il y a des sensations qui sont un petit peu dans de la gêne au niveau de tes dents, de l'oesophage ou de l'estomac. Si tu sens quelques gènes qui ne sont pas habituelles, dans ces cas-là, limite et vois s'il n'y a pas une amélioration.
Dans tous les cas, s'il y a le moindre problème, va voir un médecin et le médecin, lui, saura te dire. Manger plus ou moins de fibres en cas de ballonnement? C'est une bonne question parce qu'on dit très souvent que pour éviter tout ce qui est ventre gonflé, ballonnement, il faut manger plus de fibres. Sauf que on ne parle pas assez du contraire. C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui mange déjà énormément de fibres, cela peut aussi vous causer des problèmes de ballonnement et de ventre gonflé. Donc avant de suivre le conseil de plus ou moins, il faut déjà avoir conscience de la quantité de fibres que vous mangez. Déjà pour avoir un petit indicateur, est-ce que vous mangez beaucoup de légumes? Est-ce que vous mangez beaucoup de fruits? Parce que le conseil du coup d'en manger plus n'est pas tout le temps exact par rapport à votre situation de base. D'accord. Le mieux, c'est de voir au bout d'1 ou 2 jours comment ton corps réagit après avoir mangé plus ou moins de fibres. Un bon indicateur, c'est quand tu vas à la selle. Une fréquence, on va dire, lambda, c'est 1 fois par jour. Si tu vois que ça glisse tout seul, que c'est pas trop dur, c'est que potentiellement il y a eu assez de fibres. Si c'est trop mou et que c'est plus moulé, ça veut dire qu'il y a trop de fibres. Ou en tout cas que ton intestin ne gère pas bien ce type d'aliment. As-tu fini de lire La Révolution Glucose, la glucose révolution? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois. Mais il a fait un énorme buzz parce que la dame a une très bonne équipe de communication, très bonne chargée de presse. Donc elle est passée sur énormément de plateaux télé, on a vu dans beaucoup de TikTok. Au niveau des retours de la presse, on a le très bon comme le très mauvais. J'ai vu de ce fait-là un best-seller et j'ai vu également ce livre a beau donner des conseils absurdes, c'était gratuit, c'est un carton. Donc c'est encore une fois vendu comme une méthode perte de poids. La première chose que je peux vous dire, c'est que les conseils donnés, il n'y a rien de révolutionnaire, vraiment rien. Donc cette jeune femme aurait regroupé plus de 300 études scientifiques mettant en lumière le rôle du glucose dans l'organisme, ses incidences et la manière dont il était possible de le gérer. Le fameux pic glycémique, il faut savoir que globalement, c'est essentiellement les diabétiques qui vont devoir faire attention à ça. Mais les gens lambda, pas forcément. À moins que vous soyez très impacté par ces histoires de fringales, par ces histoires de pics de fatigue, il est normal pour votre corps d'avoir des pics glycémiques et vouloir à tout prix les lisser n'est pas forcément utile. Alors pour le coup, j'ai pas encore lu ce livre, il est dans ma liste d'attente de livres qui est interminable, donc je sais pas si je le lirai un jour, mais il est marqué dans ma liste. Mais j'en ai eu quelques échos de la part de certains patients, tu t'en doutes. Alors je suis absolument d'accord avec ce qui est dit là, je dirais même que les personnes qui souffrent de diabète, elles devraient prendre ce qui est dit dans ce livre avec des pincettes. C'est-à-dire toujours en faisant des tests et en voyant ce qui passe et ce qui ne passe pas en fonction de leur corps. Tous les conseils sont pas forcément adaptés à tout le monde. Et parfois, comme ça a pu l'être pour la quasi-totalité de mes patients, diabétiques ou pas diabétiques, ça peut créer des compulsions et aggraver, du coup, le potentiel diabète. C'est quand même ballot. Est-ce indispensable d'ingérer la bonne dose de protéines par jour pour gagner du muscle? Dans un déficit calorique, la première chose que ton corps va avoir envie de grailler et qui est le plus facilement biodisponible, mangeable pour ton corps, c'est tes muscles. Dès l'instant où il manque de quelque chose, ton corps, il va aller grailler tes muscles. En effet, après, est-ce que ça a un réel intérêt pour toi de manger des aliments sans en avoir envie et donc sans besoin sur l'instant, quitte à faire des compulsions sur d'autres choses plus tard? C'est à toi de choisir. J'aimerais avoir ton avis sur les BCAA et à quel moment ils sont utiles. On est encore sur une tangente qui n'est pas claire et moi je me dis du coup, de façon un petit peu naïve, que ça ne peut, quoi qu'il arrive, pas faire de mal. Quand bien même ça ne fonctionne pas, je me dis au pire, ça ne fait pas de mal. Donc en attente de meilleures études, bah ouais, j'en consommais et j'en consomme. Bon, là je suis pas la mieux placée pour donner mon avis là-dessus. Si vraiment t'es dans un cadre sportif, autant voir un diététicien spécialisé pour que lui puisse, comme d'hab, te donner plus d'informations. Sinon, je vois pas trop l'intérêt. Faire des mini-cuts régulièrement pendant une prise de masse globale ou alterner prise de masse et sèche classique. Je trouve ça extrêmement peu judicieux pour ton corps et pour toi mentalement d'alterner ta prise de masse par des phases de mini-cuts. Qu'il arrive faire le yo-yo pour ton corps, parce que c'est ça, hein. Bien qu'on utilise des termes fitness, là on est sur du yo-yo parce que tu baisses, puis tu remontes, puis tu vas reprendre du poids, puis rebaisser, etc., etc. Tu risques d'atteindre un niveau où ton corps ne répond plus à ce que tu lui proposes. C'est surtout qu'en plus de détruire totalement ton comportement alimentaire avec ces différentes phases, parce que le plus souvent tu n'es plus réellement à l'écoute des besoins de ton corps, et plus à la recherche de performance physique. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais au plus de développement physique qui va te conduire tôt ou tard à surconsommer par rapport aux besoins réels de ton corps, parce que tu n'auras finalement plus de réels repères corporels, et donc qui va t'emmener à prendre du poids, et ben tu vas en parallèle augmenter
ton poids d'équilibre. Parce qu'à chaque fois que tu prends du poids, à chaque fois, tu crées de nouvelles cellules graisseuses qui ne vont pas disparaître par la suite. Elles vont certes se vider, se rétracter, mais quand tu vas arrêter toutes les injonctions alimentaires là que tu es en train de te mettre, ben en fait ton corps va faire en sorte que tu manges suffisamment pour remplir de nouveau ces cellules graisseuses. Il va t'amener de toute façon à les re-remplir, à restocker de nouveau. Donc ça signifie que plus le temps va passer, plus tu vas galérer à maintenir les résultats que tu souhaites atteindre là. Je trouve que je mange équilibré, mais je ne perds jamais. C'est drôle que tu aies précisé jamais, tout en faisant du sport tous les jours. Si tu dis je ne perds jamais, ça veut dire que tu alternes déjà des phases où tu manges équilibré et d'autres phases non. Et tu es en train, je pense, et une interprétation de me dire à chaque fois que j'essaie, je ne perds pas. Manger équilibré est excellent pour ta santé, mais ne fera jamais perdre qui que ce soit. C'est toujours cette distinction entre le diététique et le sain, le healthy et le physique. Manger équilibré ne fait pas perdre. Qu'est-ce qui fait perdre? C'est le déficit calorique. En fait, il y a plusieurs raisons. Déjà d'une, là on parle de poids et pas de gras. Donc peut-être que c'est de la prise de muscle, surtout si la personne fait du sport tous les jours. La deuxième raison, c'est que c'est pas forcément parce qu'on mange en effet équilibré que on est en déficit calorique. Donc ça veut dire que moi par exemple, quand je mangeais d'une manière équilibrée, je mangeais au-delà de mes besoins. Théoriquement, j'étais censée être en dessous de mes besoins, mais dans les faits, en fait, je mangeais plus que ce que mon corps avait réellement besoin, ce qui fait que mon poids montait en faisant un rééquilibrage alimentaire. C'est assez simple de voir si on mange plus que ses besoins, parce que dans ces cas-là, ça signifie que tu ne ressens plus de sensation de faim au cours de la journée. Donc dans ce genre de situation, la priorité c'est de travailler sur le comportement alimentaire. Il y a aussi à prendre en compte le poids d'équilibre qui est peut-être soit au niveau où la personne se situe, soit plus haut. Ce qui fait que finalement, malgré tous les efforts, le poids ne va pas descendre plus bas que ce qu'il est censé faire, parce qu'il va toujours amener la personne à manger plus. En tout cas, la juste quantité pour être à ce poids d'équilibre. Après, je parle pas de tout ce qui est envie de manger émotionnelle qui sont peut-être pas annoncées ici, mais qui a peut-être en parallèle. Dans ces cas-là, ça serait important de travailler de nouveau sur le comportement alimentaire et sur le rapport aux émotions, tout ça. On parle pas non plus de tout ce qui est maladie hormonale qui peut avoir du coup un impact aussi sur la sensation de faim et qui peut du coup freiner une stabilisation de poids. On ne veut pas dire perte de poids, mais une stabilisation de poids. Et les traitements médicaux aussi qui peuvent avoir parfois un impact et qui ont un effet secondaire justement la prise de poids. Voilà du coup pour cette vidéo. Le meilleur conseil moi que je puisse te donner, c'est fais ce qui est le plus cohérent pour toi. Le public de cette chaîne YouTube n'est pas le même public que les personnes qui regardent les vidéos sur ma chaîne YouTube. Parce que l'objectif alimentaire est totalement différent. Donc si ton objectif c'est d'apaiser ton comportement alimentaire, d'apaiser ta relation à la nourriture, de stopper tes compulsions, tes crises d'hyperphagie, de sortir de l'anorexie, de la boulimie, de te libérer des injonctions alimentaires et de te reconnecter aux besoins de ton corps, ce genre de vidéo, ce genre de contenu n'est probablement pas le plus adapté pour t'accompagner sur ton chemin de guérison. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, en attendant la prochaine vidéo, je vais finir mon petit thé et puis je te dis à très bientôt. Salut!